donne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Sa vie a basculé d'un coup de baguette magique le 8 décembre 2001 lorsqu'elle est devenue reine de beauté. Depuis 17 ans, Sylvie Tellier est la directrice générale du comité Miss France. Au quotidien, elle entend porter un message fort. Oui, on peut être Miss France et féministe. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Donc, on se trouve... Vous êtes chez Miss France, voilà. Chez Miss France. Dans nos bureaux. Avec des belles robes sur le porte-manteau. Alors vous, c'est une année un peu particulière. Vous fêtez votre 20e année de règne, rien que ça. Si on se pose là en 2022, est-ce que vous êtes fière du chemin que vous avez parcouru ? Alors, je suis très fière du chemin qu'elles ont parcouru, j'ai envie de vous dire, nos Miss France, parce que moi, je suis là avec une équipe, c'est vrai, ça va faire 17 ans, mais nous sommes là surtout pour nous assurer que les Miss France se sentent bien dans leur rôle d'ambassadrice, qu'elles vivent une belle année, que les valeurs qui sont défendues par l'organisation Miss France soient perpétuées d'une année sur l'autre. Et je suis extrêmement fière de nos Miss France, de ce qu'elles ont fait, de l'image de la femme qu'elles renvoient aujourd'hui, avec comme spécificité le fait d'être complètement différentes les unes des autres. Alors on dit souvent que le sacre de Miss France, on bascule, hein, on voit son destin basculer. Vous vous souvenez de ce soir de 2001, voilà, il y a toujours une année, de 2001 où vous avez vu votre destin basculer. Est-ce que un jour vous avez cru devenir Miss France? Oh non, je pense que je faisais partie comme ces petites filles, ces ados qui regardaient Miss France à la fin de l'année avec moi je regardais avec ma maman et mes sœurs et en rêvant devant cette émission parce que c'est vrai que c'est un peu un conte de fées des temps modernes. En l'espace de quelques secondes, une jeune femme devient un visage assez connu et reconnu des Français grâce aux Français. Et jamais je me serais imaginée être élue Miss France. En plus, moi j'étais un petit peu atypique sur les critères, souvenez-vous, et dans les années 2000, les Miss France sont plutôt très grandes, issues du sérail, donc soit elles proviennent de l'audiovisuel ou de l'esthétisme. Ou moi, j'étais une étudiante en droit fiscal, voilà. Pas très grande, avec un bon petit caractère bien trempé. Donc j'étais un peu atypique dans cette époque-là. Et non, je m'y attendais pas. Mais ce qui fait la richesse de Miss France. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire donc, vous aviez entamé ce parcours en droit fiscal. C'était dans le but de... Je préparais le concours d'avocat. Je voulais être avocate. Je voulais plaider. J'aimais ce côté théâtral de la plaidoirie. J'étais en droit fiscal parce que voilà, c'était un secteur qui me plaisait. J'étais en fiscalité des sociétés, précisément. Et puis... peut-être qu'au fond de moi, j'avais cette envie de défendre. J'ai toujours eu envie d'apporter mon aide aux autres. Je pensais pas le faire de cette façon-là aujourd'hui, grâce au titre de Miss France. Mais c'est vrai que j'étais embarquée dans cette histoire dans ce concours d'avocat. Et comme dirait, je crois que c'est Coluche qui disait que le droit mène à tout, sans citer toute la voilà. Ça sert pour tout, effectivement. Ça sert pour tout. Je pense que c'est un bon bagage dans la vie. Donc vous, votre titre exact, c'est directrice générale de la société Miss France. Oui. On vous voit, j'ai envie de dire, assez souvent, mais surtout en fin d'année. Oui. Mais concrètement, au quotidien, quel est votre rôle et à quoi ressemble votre quotidien ? Alors mon quotidien, il est très varié. C'est ce qui fait la richesse de mon travail aujourd'hui. Alors sur Miss France, il consiste à déjà développer la marque Miss France, que Miss France est une marque. Donc à faire vivre la marque Miss France toute l'année, à travailler sur l'organisation de l'élection de Miss France qui a lieu en fin d'année. Nous faisons des contrats de partenariat avec des comités dans les départements, dans les régions. Donc c'est les accompagner dans la mise en place de ces élections dans les départements, dans les régions jusqu'à la finale du mois de décembre. Évidemment accompagner la nouvelle Miss France, même si on est toute une équipe autour. Et puis à côté de ça, j'ai une autre casquette j'ai créé une boîte de celebrity marketing il y a quelques années qui accompagne les anciennes Miss France. Talent Lab, voilà. J'ai également une association qui s'appelle Les Bonnes Fées,
Aujourd'hui, elle regroupe une dizaine de Miss France. On ouvre des centres de cancérologie, des maisons des bosses fées dans les centres de cancérologie. On distribue des écrins dans les maternités. On vient en aide aux femmes isolées, battues. Voilà, c'est une part importante aussi de ma vie parce que ça me semble très complémentaire et surtout déterminant dans mon métier aujourd'hui. Et puis après ça, j'ai 3 enfants. Voilà, je fais une petite collection de livres pour les enfants. Je suis quelqu'un d'assez. J'aime les expériences. Je suis un peu pas workaholic, mais nature un peu speed. Curieuse. Voilà, puis, un peu curieuse et j'aime bien faire beaucoup de choses. Au quotidien, vous gérez combien de personnes? Est-ce que vous avez aussi cette casquette de manager Alors, nous sommes une toute petite équipe. Chez Miss France, nous sommes 1, 2, 3, 4-5 personnes. Chez Talent Lab, 2-3 personnes. Mais il y a une grosse partie, les délégués Miss France, les délégations ne sont pas des salariés de l'organisation, mais on a plus d'une trentaine de délégations en France et il y a un rôle d'accompagnement en tout cas. Voilà. Alors très vite après votre élection, vous êtes montré très à l'aise dans les médias. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce rôle-là, d'aller sur ces plateaux télé, prendre la parole, s'exprimer? Pendant l'année de Miss France, oui. Encore une fois, il faut se remettre en 2001 ou en 2002. On vient de passer l'an 2000. C'est la position de la femme dans les médias n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc en plus, moi je sais que Paris Match avait titré Miss France la révolution, une future avocate devient Miss France. Voilà. C'était pas une révolution, mais c'est vrai que j'avais envie de montrer à quel point une jeune femme, une étudiante en droit, pouvait faire autre chose en fait et avait. J'aime pas qu'on mette les gens dans les cases. Je sais pas comment exprimer ça, mais j'avais plaisir à prendre la parole pour m'engager. Je me souviens l'année de Miss France, j'ai boycotté l'élection de Miss Monde parce que l'élection devait être organisée dans un pays où on applique la charia. En tant qu'étudiante en droit, je pouvais pas cautionner ça. Oui. Je pouvais pas aller participer à un concours de beauté où on respectait pas les droits élémentaires des femmes, surtout dans un pays où une jeune femme venait d'être condamnée à mort par lapidation pour adultère. Voilà, j'ai toujours été un peu bavarde et j'ai toujours eu envie je me suis toujours exprimée de toute façon même quand j'étais jeune. Et c'est vrai que Miss France nous donnait un peu un mégaphone, nous permettait de réagir. Moi, j'ai été élue l'année des élections présidentielles. On est en 2002, souvenez-vous, les élections, sans parler de politique, parce qu'on ne fait pas de politique quand on est Miss France, mais on appelle à être citoyen, c'est-à-dire que je me suis engagée pour dire aux jeunes, il faut aller voter, il faut aller aux urnes, intéressez-vous à la politique, ne laissez pas les autres décider pour vous, c'est très important. Donc oui, ça m'a plu parce que ce que vous offrent les médias quand vous êtes Miss France, c'est cette possibilité de prendre la parole, de vous exprimer. Alors, faut faire attention parce qu'on n'a pas de baguette magique, tout ce qui sort de votre bouche, il faut l'assumer et il faut être capable de le justifier. Mais j'ai adoré cette période, réellement. C'était difficile ça de sentir ce poids-là que je pense peuvent ressentir plusieurs Miss France. Si je dis une connerie, ça va être compliqué. Alors c'était difficile parce que le côté un peu Sylvie, toujours pas toujours envie de bien faire. En fait, vous savez, vous êtes étudiante en droit, vous faites attention à ce que vous dites. Une parole impeccable. Vous connaissez le poids des mots, en fait, et le poids des erreurs. Donc, j'avais un petit peu de mal à être spontanée. J'avais tendance à tout intellectualiser et avant de répondre à une question, me dire est-ce que j'ai la bonne réponse, comment ça va être interprété, qu'est-ce que l'on peut dire. Et je me suis rendu compte que il fallait que j'arrive à être un peu plus spontanée parce que c'est pas ce qu'on attendait d'une Miss France. J'ai appris ça après. La perfection est ennuyante. Et donc, il fallait, bien au contraire, que j'arrive à montrer que j'avais aussi des faiblesses, que j'avais des doutes, que j'étais capable de faire des erreurs, que ça rendait un peu plus humain. Voilà. Mais en tout cas, juste après votre règne, vous avez saisi cette opportunité d'entamer une belle carrière. Est-ce que ça a passé par les médias, justement? Est-ce que vous avez pensé à un moment entamer une carrière d'animatrice? Alors, après mon année de règne, j'avais pas envie de choisir.
parce que j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Soit je repartis à l'IEJ et je passais mon concours d'avocat, soit je m'orientais vers une carrière dans les médias. Et j'ai pas voulu choisir, j'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai saisi l'opportunité qui m'a été offerte par, à l'époque, le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui m'avait proposé des missions auprès de la ville pour travailler avec, je me souviens, à l'organisation de la Coupe des Confédérations qui avait lieu à Lyon cette année-là. J'ai écrit le bouquin de Geneviève de Fontenay. J'ai intégré l'équipe de Fred Lopez sur une télé qui s'appelait Match TV, qui venait de sortir, en ayant une chronique sur le Made in France. Enfin, c'était pas le Made in France à l'époque, mais sur la gastronomie, sur le terroir. J'ai fait mes premiers pas à la radio. J'ai pas repris les études tout de suite. Je me suis dit que je me laissais encore une petite année parce que quand vous savez, on a le droit à 3 fois. On était passé entre-temps à l'euro. Donc, quand vous êtes en droit fiscal, il fallait que ça change. Je m'étais donné une petite année de répit. Et puis, un jour, mon téléphone sonne et l'organisation Miss France me propose d'intégrer l'équipe parce qu'ils venaient de racheter la marque. Donc, je me pose la question, je me dis, tiens, ça peut être un challenge intéressant. Et puis parce que comme je suis quelqu'un d'un peu curieuse et qui y va, en fait, j'aime prendre des risques. Je me dis, allez, je me lance, on y va. Et c'est là que l'aventure a commencé. Mais vous avez quand même passé votre diplôme entre-temps? Non, j'ai jamais passé mon diplôme. Je n'ai jamais passé mon diplôme. C'est un regret, ça, pour vous? Un regret, oui. C'est vrai, parce que quand vous êtes étudiante en droit, surtout que moi je le faisais par passion et vocation, donc j'aurais adoré être avocate. C'est peut-être un peu de la fierté mal placée, de me dire tiens, j'aurais voulu un jour pouvoir voilà. Mais je dis pas que j'irai pas un jour, je pourrais, parce qu'aujourd'hui avec les équivalences, vous savez, vous pouvez passer des équivalences. Oui, c'est un petit regret. Après, j'ai tellement aimé ce que j'ai fait que si je devais refaire, non, je fais exactement la même chose. Je retourne pas en droit, j'accepte la proposition d'Endemol, je vais et je fonce. Est-ce que dans cette période entre votre élection et l'intégration de la société Miss France, est-ce qu'on vous a proposé des animations, des émissions télé On m'a proposé plein de choses et c'était compliqué de refuser. Après, c'est ce que j'essaye moi d'expliquer aux jeunes femmes aujourd'hui qui sont Miss France. Il faut faire attention aux sirènes. Voilà, il faut quand vous avez la chance d'être élue Miss France, les Français vous donnent leur confiance, vous avez un magnifique cadeau, mais il faut très vite se demander ce qui nous plaît, ce qui nous motive et ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce que Miss France, c'est pas un métier. Donc j'ai refusé. Oui, j'ai refusé beaucoup de choses, mais encore une fois, je regrette pas de l'avoir fait parce que je savais où je voulais aller. Moi, j'ai une âme d'entrepreneur, je voulais manager des équipes, je voulais créer des choses, et d'ailleurs, j'ai pas terminé. Je sais que j'aurai une deuxième vie après Miss France, parce que j'ai en moi c'est pour ça que j'ai créé Talent Lab il y a 5 ans, que j'ai créé Les Bonnes Fées. J'aime entreprendre, oui, on le sent. Et j'aime montrer qu'on peut être femme, mère, chef d'entreprise, humaniste, qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est cet après Miss France. Vous y pensez? Oui, j'y pense. C'est quoi le rêve ultime? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme après mon titre de Miss France. Le champ des possibles est énorme. Après, faut pas se tromper. Faudra que je cerne exactement ce qui me passionne. Moi, je ne conçois pas une activité sans passion. Et complètement s'écarter de l'univers de Miss France, c'est quelque chose que vous envisagez? Je me pose pas la question aujourd'hui, pour être honnête. J'aime ce que je fais. Alors, oui, j'y pense bien évidemment parce que pour moi Miss France en fait c'est pas ma société. C'est important de noter. Moi j'ai succédé à Geneviève de Fontenay dont c'était la société. Moi je me considère un peu comme on m'a passé un relais. Je cours, je cours avec ce ballon de relais. Je suis là pour faire en sorte que la marque Miss France rayonne, qu'on en soit fier, que nos ambassadrices. C'était un vrai pari parce que souvenez-vous, dans les années 2000, on connaissait pas la Miss en titre, très peu. L'incarnante, c'était vraiment Geneviève de Fontenay. Et nous, on était avec Geneviève de Fontenay. Alors, on nous connaissait un peu, mais on s'intéressait beaucoup moins à nos vies qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez la société Miss France, qui sont les incarnantes? Les Miss France. Ça, c'est vraiment ma fierté parce que c'est ce que je voulais mettre en avant. Je voulais mettre en avant la famille des Miss qui n'existait pas quand je suis arrivée. Et je voulais remettre la Miss France en incarnante, de la société. Encore une fois, cette société, elle ne m'appartient pas. Donc moi, j'ai une mission qui est là, c'est de faire grandir ce concours Miss France. Il me semble qu'en 17 ans, on peut être fier avec mes équipes de ce qu'on a fait de Miss France. On voulait un titre de Miss Univers, on l'a eu. On voulait une émission qui soit la première émission de divertissement.
on l'a. C'est toujours le cas. On voulait une émission qui soit autant regardée par des jeunes que par des seniors, parce qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus senior qu'aujourd'hui. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on fait 76% de part de marché chez les jeunes, eh ben, le pari, il est réussi. Miss France, ça fait rêver les petites filles, ça fait rêver les ados, ça fait rêver les mamans, ça fait rêver tout le monde. Et ça, c'est un pari qui est réussi. Et c'est vrai que moi, c'est ma mission aujourd'hui, mais j'espère qu'un jour, ça sera la mission d'une autre. Vous aimeriez qu'une autre Miss vous accompagne progressivement et puis petit à petit. Ah, je la cherche depuis des années. Personne ne veut. Personne. Je pense que je crois que mon métier à moi ne fait pas rêver. Celui de la Miss, oui, mais le mien, non. Ou alors il faudrait un duo. Ou alors il faudrait un duo, ouais. Une Camille Serre, par exemple, on pense souvent à elle pour vous C'est succéder. vrai qu'on pense à elle. Après, Camille, elle a sa vie, elle a créé une marque de lingerie, elle est influenceuse, Vous savez, les filles aujourd'hui, elles ont créé des carrières. Ce sont des femmes. On peut citer Camille Serre, on peut citer Laurie Tillman, qui est présentatrice télé, qui a une marque de vêtements, qui est engagée. Iris Mittenard, qui a été Miss Univers. Ces jeunes femmes-là ont déjà leur carrière. Donc, je peux pas leur demander de tout abandonner pour venir travailler chez Miss France. Mais oui, bien sûr. J'espère qu'un jour, une Miss France aura envie de venir nous rejoindre. Les Miss sur les plateaux télé, elles ont parfois été l'objet de railleries. On analyse leurs moindres faits et gestes, les moindres petites bourdes. Il y a aussi eu le fait qu'on les invite dans beaucoup d'émissions juste parce qu'elles sont jolies. Voilà. Est-ce que ça, c'est en train de changer pour vous ? Ou est-ce qu'il y a encore il y a encore quelques préjugés sur les Miss, mais je dirais que ça fait partie du jeu en fait. Oui, il y aura toujours des clichés sur sois belle et tais-toi, la jolie blonde. Nous, on en rigole. Nous, les Miss France, on en rigole plus qu'autre chose parce qu'on se connaît. On sait qui on est. Oui, des bourdes, il y en a qui ont été faites sur des plateaux télé, mais tout le monde fait des bourdes, en fait. La perfection, ça ennuie les gens. Donc, il faut réussir à rester spontané. Après, ça fait partie des petits clichés autour de Miss France. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui change, c'est que les médias donnent plus la parole aux Miss. C'est ça qui a changé. Et ce qui a permis aux jeunes femmes, en prenant la parole, de montrer qu'elles avaient des engagements, des avis, des ambitions. Et du coup, ça tord peut-être un peu le cou aux préjugés. Est-ce que vous-même, vous avez eu l'impression, quand vous étiez Miss France au début, de ne pas être prise au sérieux dans les émissions, d'être juste là pour faire joli, sans... Oh oui, j'ai eu le sentiment parfois d'avoir un rôle entre guillemets de pot de fleurs, comme on dit. Mais je pense que j'en suis vite sortie quand même. Peut-être même un peu trop parfois. J'avais la langue peut-être un peu trop pendue. Marine L'Orphelin, Iris Mittenard ont pu aussi dire que ce qui avait été compliqué à vivre pendant leur règne, c'était des gestes déplacés, des propos sexistes, des invitations à dîner, des mains baladeuses aussi pendant des séances photos. J'imagine que vous, en tant que directrice de Miss France, directrice générale de Miss France, c'est des choses que vous ne cautionnez pas. Comment est-ce que vous avez réagi ? Est-ce que c'est des choses dont vous avez connaissance ou vous avez découvert après coup parce qu'elles en ont parlé après coup ? Alors, c'est des choses que déjà toutes les Miss France peuvent vivre pendant leur année, mais j'ai envie de vous dire, moi je l'ai vécu pendant mon année, mais j'ai pas attendu d'être Miss France pour le vivre. Quand j'étais étudiante, j'étais hôtesse d'accueil. Dans des salons, dans des foires. Je peux vous dire que des hommes parfois qui faisaient un peu l'amalgame entre l'hôtesse d'accueil et l'accompagnatrice, il y en a eu. Encore une fois, il suffit d'être extrêmement clair. Alors, ça dépend de la force de caractère que vous avez. Mais moi, ce que j'explique aux Miss, c'est que si ça doit arriver, il faut très vite tirer le signal d'alarme. Il faut expliquer non. Il faut il faut le dire, il faut remettre à sa place, sans agressivité, il faut remettre à sa place gentiment, et si ça doit se reproduire, là, il faut vraiment se fâcher, entre guillemets, mais c'est des choses qu'il faut pas laisser passer, jamais. Que l'on soit Miss France, qu'on soit hôtesse d'accueil, que l'on soit personnel soignant, que l'on soit... Peu importe, partout, je pense que toutes les femmes, à un moment donné, peuvent vivre ça dans leur vie, et c'est pas juste... ça concerne pas juste les Miss France. Au contraire, limite, quand on est Miss France, on fait un peu peur. Donc, vous voyez, il y a un côté un peu intouchable. On peut peut-être être moins victime, même en tant que Miss France, que quand vous prenez le métro le matin pour aller travailler. Est-ce que vous-même, vous avez subi des formes de sexisme invité d'un plateau télé ? Oh oui, bien sûr.
Mais ça, surtout, j'ai envie de vous dire, dans les années 2000, t'es encore plus présent, hein. Donc, c'est des propos, c'est des propos, c'est des attitudes, c'est une façon de vous regarder, c'est une perception que l'on peut avoir. Encore une fois, tout dépend de votre force de caractère. Moi, je suis de nature à dénoncer ça. Donc, si je me faisais inviter, que j'avais le sentiment d'être relayée à un statut de juste d'apparence, je n'y retournais pas. En fait, c'est très personnel comme perception. Et si vous ressentez ça, il faut mettre fin à ça. Vous y retourniez pas, mais vous recadrez pas la personne. Il m'est arrivé de le faire en direct sur un plateau avec Marc-Olivier Fogiel. J'ai été élue depuis 6 heures. C'était mon premier plateau télé en tant que Miss France. Alors, le souvenir, il est bien là. On est en décembre 2001. Et je suis face à Guy Bedos. Et en fait, Guy Bedos est là pour parler de son parcours, sa vie, son œuvre. Ça dure 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis après, c'est à mon tour. Donc, Marc-Olivier Fogiel commence à me poser une question. Et puis, Monsieur Bedos me coupe la parole. Et j'ai le malheur de dire, écoutez, je suis désolée, Monsieur Bedos, mais on vient de parler de vous pendant 30 minutes. Voilà. Là, est-ce que je peux m'exprimer? Et je me souviens, à l'époque, il m'avait vraiment recadré. Pas très sympathiquement, d'ailleurs. Je crois qu'il m'avait dit, écoutez, bon, voilà, vous êtes Miss France, en gros. Ce que ça vous fait de gagner, on s'en fiche. Il y a plus grave dans le monde. Et je lui ai dit, oui, effectivement, il y a plus important. Mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, donc laissez-moi en parler. Et ça m'a très vite valu une réputation de waouh. Elle se laisse pas faire. Oui, limite, elle se laisse pas faire, mais limite. Ça, c'est souvent, voilà. Voilà. Quand on se laisse pas faire, on est une femme et on nous réduit à. Comment on peut dire ça? Tout d'un coup, je suis devenue insolente. Vous voyez? Voilà. En fait, c'était ce qui était compliqué à l'époque, c'est si on répondait, c'était de l'insolence. C'était pas juste dire j'ai le droit d'avoir un avis. Aujourd'hui, regardez les prises de parole des femmes. Elles y vont, hein. Quel regard vous portez, vous, sur la présence des femmes à la télévision? On dit qu'elles parlent 2 fois moins que les hommes. C'est des études de l'INA. Oui, mais est-ce qu'elles ne parlent pas parce que quand c'est efficace, quand c'est important? Très bonne réponse. Non, mais c'est vrai, on est plus concise que les hommes. Au moins, on est beaucoup nos prises de parole sont efficaces. Sont efficaces. Et entendues, ouais. Au moins. Non, est-ce que vous qui avez quand même aussi, ça fait de maintenant 20 ans que vous êtes dans le paysage audiovisuel. Est-ce que vous trouvez que ça évolue? Est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir? Quand vous regardez la représentation des femmes dans les médias, si je dois comparer il y a 20 ans et aujourd'hui, on a quand même fait de sacrés progrès. Parce que des animatrices femmes, il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup à la radio ou à la télé. Donc ça, c'est allé dans le bon sens, oui. En revanche, je trouve quand même que la parole de l'homme est toujours un peu considérée comme plus importante que celle des femmes. On va porter plus d'attention à ce que dit un homme sur un plateau télé plutôt qu'à une femme, même si ça change. Mais il y a encore un peu de travail à faire. Et par exemple, si je prends un exemple concret, tous les ans, à l'occasion de Miss France, on se pose la question, Jean-Pierre Foucault, c'est peut-être sa dernière année. Il y a tous les ans, ce même marronnier. Est-ce que vous envisagez qu'une femme reprenne les commandes de ce show à l'animation? Alors, contrairement à ce qui se passe à la télé, regardez le programme Miss France, il y a que des femmes. Jean-Pierre est le seul homme. Oui. Donc, pour moi, il est important de garder un homme dans ce programme. Parce que faudrait pas que ça devienne un programme de femmes, fait pour des femmes, présenté par une femme, avec que des femmes sur scène. Il faut, je trouve qu'en plus, Jean-Pierre, moi, il m'a élu, hein, donc en plus, j'ai une vraie affection pour Jean-Pierre, mais je trouve que Jean-Pierre, il y a un côté paternaliste, il est parfaitement, neutre, impartial avec ses candidates, je trouve qu'il a le bon ton. Alors, je dis pas qu'une femme ne pourrait pas présenter Miss France, mais il me semble bien de garder un homme quand même dans ce programme. Alors, si un jour il prend vraiment sa retraite, comme tous les ans, tous les journalistes se posent la question, quand la retraite, Jean-Pierre, quel homme vous verriez Ça, faut pas me poser la question parce que pour moi, il y a pas d'après Jean-Pierre. Il est vrai qu'aussi les Miss sont vite emparées des médias. Beaucoup ont embrassé des carrières télé, sont devenues chroniqueuses, ont eu leurs émissions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé aussi à ça, au fait qu'elles s'emparent vraiment des plateaux télé? Alors,
le fait d'être Miss France ne donne pas une carte de presse ou un métier d'animatrice télé. Attention, hein, souvent, moi c'est ce que je leur explique aux jeunes femmes. En revanche, c'est vrai que pendant une année, vous faites tellement d'interviews, que ce soit en print, en télé, en radio, que vous commencez à être à l'aise et à avoir une certaine aisance derrière un micro ou derrière une caméra. Ça peut susciter des vocations. Ce que je leur conseille souvent, c'est de reprendre leurs études. Évidemment que ça suscite des carrières, c'est bien. Mais, encore une fois, c'est pas un métier, Miss France. Et d'ailleurs, on le voit, celles qui perdurent dans les médias sont ces jeunes femmes qui ont bien compris qu'il fallait apprendre le métier. Magnifique exemple, Laurie Tillman, qui aujourd'hui est aux commandes de ses propres émissions. C'est une bosseuse. Elle travaille et elle n'a pas gagné en fait ses émissions que grâce à son titre de Miss France. Sinon, toutes les Miss France seraient des animatrices télé. Est-ce que vous avez étonné de voir celles qui ont réussi dans les médias, ou est-ce que vous auriez pu parier que par exemple Laurie Tillman réussisse à celle qui réussit, c'est assez facile de voir quand elles, de déceler chez les Miss France qu'elles vont faire plus tard. Une jeune femme, je vois Laurie Tillman, dès qu'elle a été élue, elle était extrêmement à l'aise. C'est un rayon de soleil. Et elle avait envie de faire ça très vite. Elle l'a manifesté. Elle a manifesté son envie de devenir journaliste, animatrice télé. D'ailleurs, elle a terminé son année. Elle est allée chez Eurosport. Elle est allée sur le terrain. Très vite, elle s'est spécialisée dans ce domaine-là. Oui, ça sent parce qu'une jeune femme qui n'est pas à l'aise, qui a une timidité, on va pas la voir à la présentation télé. C'est vrai que chaque année, il y a forcément les mêmes critiques à un mois de l'élection qui reviennent. Certains taxent le concours de vieillots, rétrogrades, sexistes. Voilà, vous avez l'habitude. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé vous changer, mais qu'il est quand même difficile de bouger? Par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez parce que on peut pas faire tout ce qu'on veut, même quand on peut pas faire tout ce qu'on veut, bien sûr, parce qu'il faut écouter les évolutions de la société. Mais c'est vrai que moi, quand j'entends que Miss France est sexiste et que c'est rétrograde pour la place de la femme, mais ça me fait hurler. Moi, si j'avais pas fait Miss France, je suis issue d'un milieu assez modeste. Je voulais être avocate, mais au mieux du mieux, j'aurais été quoi? J'aurais été salariée dans un cabinet. Être associée, ça aurait été compliqué parce que j'avais pas de fonds propres. J'espère, j'aurais pu. Mais Miss France m'a donné une opportunité professionnelle. C'est un tel tremplin. Au-delà de ça, j'ai pu prendre la parole, monter une association, boycotter un concours Miss Monde, sensibiliser. J'ai envie de dire à toutes ces personnes qui considèrent que c'est rétrograde, mais moi, Miss France m'a tellement apporté. Et c'est ce qu'elles disent toutes. Et c'est ce qu'elles disent toutes. Donc, j'ai envie de dire, répondre à ces gens, renseignez-vous, venez voir un petit peu. Venez voir ce que ça apporte. Et surtout, n'oubliez pas qu'avant tout, c'est une décision personnelle. Et que la définition du féminisme, c'est de laisser les femmes choisir. Moi, j'ai choisi de me présenter à Miss France. J'ai choisi de me soumettre au vote du public. J'ai aucun problème. Je suis pas pudique. Et alors? Oui, j'avais aucun problème. Cette différence-là. Voilà. Je n'ai pas de pudeur. Ça me dérange pas qu'on me juge physiquement, parce que je sais aussi que le concours Miss France, c'est un concours de beauté, certes, mais c'est pas seulement un concours de beauté. Et j'espère que le jour où j'ai gagné Miss France, on m'a jugé certainement physiquement, mais on a dû juger aussi ma prise de parole. Voilà, c'est ce que je suis, ce que j'étais, ce que vous représentez. Chaque année, vous faites évoluer le concours, le règlement, il y a des ajustements. Quel est le changement sur lequel vous travaillez actuellement? C'est quoi pour vous le prochain cheval de bataille? Alors, il y a des réflexions qui sont entreprises en ce moment sur justement, vous l'avez vu, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques sur le règlement. Donc, pour l'instant, on est en consultation en fait de nos délégués, en réflexion. Sur, par exemple, d'ouvrir plus largement le concours. Sur, notre présidente s'est exprimée en fin d'année sur sa volonté d'ouverture du concours. Alexia Laroche-Joubert s'est exprimée sur sa volonté d'ouverture du concours. Moi, je fais partie. Personnes transgenres, par exemple. Oui, elle s'est typiquement sur ce genre de critères, potentiellement sur le statut matrimonial, sur des choses comme ça. Elle s'est exprimée en fin d'année. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvée. J'ai hérité d'un règlement d'il y a 100 ans. Qui m'a été transmis par Geneviève de Fontenay, que je m'étais quelque part que je pérennisais en fait, que j'ai fait évoluer depuis 20 ans, heureusement, parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de se colorer les cheveux. Donc ce règlement il a évolué, mais c'est vrai que là il y a une réflexion sur une future autre évolution.
Vous trouvez, vous, que ça a pas assez évolué? Si vous devez faire une autocritique, vous n'êtes pas la seule garante de ce règlement, évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire bouger? Par exemple, là, on parlait du statut marié ou pas, célibataire ou pas. C'est un concours. Comme dans tout concours, il faut des règles. Voilà. Donc, et à trop ouvrir, à trop de liberté, il faut se poser la question de savoir si on est totalement libre ou pas. Donc, non, il y a des réflexions. Il y a des réflexions entreprises en ce moment. Donc, alors, il y a eu l'arrivée effectivement d'Alexia Laroche-Joubert, que j'ai pu d'ailleurs recevoir dans ce podcast. Elle est une figure hyper importante du paysage audiovisuel français, et une femme qui a beaucoup de poids. Elle est également très soucieuse des questions de représentation des femmes dans les médias. Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau dans l'organisation, selon vous? Alors, elle vient d'arriver, Alexia. C'est vrai que moi, en 17 ans, je crois que c'est mon 4e ou 5e président. Parce qu'encore une fois, c'est pas ma société. C'est important de le préciser. Moi, j'ai toujours eu un président ou une présidente. Et Alexia est arrivée puisque le groupe a été racheté. Enfin, la société a été rachetée l'an dernier. Donc effectivement, Alexia s'est exprimée en fin d'année sur cette. On sent c'est important pour elle, en fait, que c'est pas un rôle de présidence comme ça, un mandat supplémentaire. Elle a une vraie volonté de s'impliquer, et c'est pour ça qu'il y a des réflexions actuellement sur le concours Miss France. Ça sera une présidente très impliquée. Alors, moi, je me mets souvent à votre place. Je vois sur les réseaux sociaux, vous êtes souvent l'objet de nombreuses critiques. Vous recevez parfois des messages un petit peu sortis de nulle part. Parfois des personnes jalouses aussi. Oui, mais encore une fois, ça fait partie du jeu parce que je communique beaucoup aussi. Comme je suis pas très pudique, alors je protège mes enfants et je les cache, mais sur ma vie, moi j'ai rien à cacher en fait. Et j'adore les réseaux sociaux parce que ça a permis de créer une vraie proximité avec le public. Et j'aime échanger, j'aime en fait les avis. Et je vais les chercher. Je communique, je pose des questions. Alors automatiquement, quand vous posez des questions et vous demandez l'avis des gens, on s'expose aux critiques. On s'expose aux critiques, mais je les accepte et je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi de se remettre en cause, d'évoluer, de répondre. Quand je suis pas d'accord, je réponds. Vous répondez souvent. Oui, je réponds. Et je trouve ça chouette. Ça fait partie du jeu d'Instagram. D'accord. Est-ce que vous regrettez parfois qu'il n'y ait pas assez de solidarité entre les femmes d'une manière générale dans la société? Alors, on parle beaucoup de sororité en ce moment. On parle beaucoup de sororité. De solidarité entre les femmes, il y en a de la solidarité entre les femmes. Après, il faudrait aussi, je pense, réfléchir au statut de la femme. On a parfois tendance à penser qu'il est compliqué de tout cumuler, qu'on peut pas être une bonne manager, une bonne directrice, une bonne maman. Et il me semble que ce qu'il faut réussir à faire évoluer, c'est par exemple, moi je sais que j'avais échangé avec des dirigeantes, j'avais trouvé ça très très bien, parce que j'en ai une avec qui j'ai travaillé, qui n'hésitait pas à mettre dans son agenda qu'elle avait rendez-vous chez le pédiatre. Voilà. Et je trouve ça bien parce qu'on a eu tendance, les femmes, à dissimuler notre rôle de mère pour ne pas que les autres pensent que l'on était moins réactive, moins productive, moins travailleuse. Et moi, je sais que je le fais avec mes équipes quand j'ai une rentrée des classes. Je le mets dans mon agenda parce que mes équipes savent très bien que je vais rentrer le soir, je vais me remettre au boulot. Si j'ai pris 1 heure le matin pour aller faire quelque chose qui est important avec mes enfants, je vais récupérer parce qu'on est tous capables de savoir ce qu'il est bon de faire. Et en tant que femme, je trouve ça dommage. Parfois, on nous demande de cacher notre vie de mère. Moi, j'ai 3 enfants. Quand vous avez 3 enfants, vous les faites pas pour les faire élever par des autres. Donc, moi, j'aime pouvoir rentrer le soir, pouvoir les coucher si je les ai pas levés le matin, être là pour la lecture de l'histoire, les aider à faire leurs devoirs, ou faire un zoom quand je suis au bureau parce que mon fils a une question sur un problème de maths. Et c'est important. Et je trouve que les femmes devraient en parler. Plus l'affirmer. On a le droit, parce qu'on a une charge mentale qui sera toujours plus importante que celle des hommes. Et j'aime mon mari et j'aime les hommes et on a chacun notre rôle. Mais c'est vrai que les hommes ont cette faculté peut-être à se centrer un peu plus sur leurs priorités, leur ambition personnelle. Nous, les femmes, on va toujours faire passer les autres avant nous. Et du coup, on s'oublie.
Et ça, il faudrait qu'on arrive dans le monde de l'entreprise à assumer, à montrer qu'on est des mères et qu'on est fiers de l'être, à se centrer sur notre ambition, être capable de dire « je voudrais ce poste-là ». Je vaux cette rémunération et aller voir nos supérieurs hiérarchiques et l'affirmer. Parce que l'égalité de salaire, ça passe par ça aussi. Les hommes, ils ont aucun problème à aller demander une augmentation. Et nous, on est un peu plus hésitantes, à vrai dire. Oui. J'étais encore, il y a pas très longtemps, à une remise de médailles. Les médailles du mérite, de la Légion d'honneur, vous devez la demander. Comme par hasard, il y a beaucoup plus de médailles remises aux hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils les demandent. Nous, les femmes, elles ont comme la moitié des femmes, ont le syndrome de l'imposteur. On se sent pas légitime, donc jamais on va demander une décoration. Eh bien, il faudrait que les femmes aient plus ce syndrome de l'imposteur et se disent « je suis là parce que je mérite d'être là, je mérite cette rémunération, je mérite ce poste ». Et il me semble que ça nous aiderait un peu plus à arriver dans la parité de salaire. Ça bouge, je pense. Ça bouge, parce qu'on s'affirme. Voilà, on s'affirme, on a conscience de nos qualités. Et on en a plein parce qu'on est multitâche. C'est ça. Vous parlez de votre mari au quotidien. Est-ce qu'il est présent pour vous, notamment dans l'éducation de vos enfants ? Moi, je conçois pas des enfants sans une éducation à deux. Mon mari est très impliqué. Oui, alors il travaille beaucoup aussi, mais après c'est une question de rigueur. Encore une fois, je parle beaucoup de rigueur, mais quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la maison, on est à la maison. Quand on est avec nos enfants, on est avec nos enfants. Et on s'implique. En fait, c'est ça, c'est s'impliquer tout le temps à 100%. C'est pas le temps que vous passez, c'est pas le quanti. Le quali est très important, en fait. Vous pouvez très bien être avec vos enfants toute la journée et les laisser devant la télé toute la journée. Mais vous pouvez aussi avoir 1 heure avec vos enfants à 1 heure extrêmement productive, efficace, parce que vous allez créer un lien, créer quelque chose d'extrêmement personnel, les valoriser, leur apprendre des choses. Moi, je suis beaucoup dans la transmission et c'est important. Et c'est ça. Et ça doit être le papa comme la maman. Exactement. Vous avez en tout cas, malgré cet emploi du temps que j'imagine très chargé, notamment lorsqu'il y a les élections régionales, vous avez la sensation d'être une maman présente pour vos enfants et une femme aussi présente. Je suis une maman présente, pas assez, bien sûr. Mais moi, j'ai été élevée par une maman qui était vendeuse dans un magasin de chaussures et qui travaillait du lundi au samedi de 9h à 19h. Maman, elle était pas à la maison. Je suis pas traumatisée pour ça. Les enfants, ils comprennent que le travail, parfois, nous mobilise beaucoup. Moi, je suis très absente de la maison. C'est compliqué pour moi à vivre très souvent. Après, on est en plus moi je suis dans un univers où il faudrait être en forme, rentrer dans des robes, être pimpante, être bonne humeur, être présente pour ses enfants. Alors il faut peu dormir, c'est une organisation militaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre, de réussir ? Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer ? C'est pas facile parce que d'oser. Mais parfois, c'est pas facile d'oser parce que c'est prendre des risques. C'est se mettre en risque, de quitter un travail parce qu'on a envie d'entreprendre autre chose, de mettre le pied dans la porte mais ça a toujours été mon moteur. Moi, toujours, si je pouvais pas passer par la porte, je passais par la fenêtre. Pourtant, j'ai été prédisposée à une reproduction sociale et je me suis toujours dit non. C'est pas parce que je suis une femme, c'est pas parce que je suis issue d'un milieu modeste que j'ai pas le droit de rêver. Je crois qu'il faut se donner les moyens de réussir. Ça, c'est hyper important. Faire du sport, bouger. Moi, je sais que mon cerveau fonctionne parce que je bouge. Parce que c'est ce qui permet aussi de nous aérer la tête, de créer de l'endorphine. Le sport, c'est la vie, le mouvement, c'est la vie, donc ça, faut pas l'oublier. Et puis de se faire confiance et de faire quelque chose qui nous plaît. Si vous vous levez le matin et que vous regardez dans la glace et que vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il faut que vous changiez quelque chose. Il faut se poser les bonnes questions. Sinon, on est de passage sur Terre tellement peu de temps. Si on n'est pas là pour être heureux, ça sert à quoi en fait ? Merci beaucoup, Sylvie Tellier. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.